En parlant là de cette écriture du livre des arts sexuels européens, ça me fait penser quand même que souvent les maîtres européens, les maîtres spirituels européens disent mais abstenez-vous un peu par rapport à la sexualité. Il y a quand même cette idée d'abstinence, de ne pas aller trop toucher la sexualité parce qu'il y a quelque chose de, non pas de tabou, mais il y a quelque chose de, on ne pourra pas contrôler cette énergie. Alors est-ce qu'ils le disent parce que nous sommes en Occident ou je ne sais pas, mais c'est une réalité. Moi j'ai toujours une question par rapport à ce type de choses qui est dite. C'est mieux maintenant, parce que pour le coup maintenant, comme vous le disiez au début, et c'est vrai, la majorité des jeunes s'instruisent sur Internet par rapport aux films à caractère pornographique, qui est une industrie pour le coup totalement occidentale. La pornographie. Donc, est-ce que c'est mieux maintenant qu'ils n'ont aucun repère, qu'il n'y a pas d'école, je pense qu'il n'y a pas d'école en Europe où un jeune homme peut choisir d'aller pour apprendre par rapport à son corps, par rapport au corps de la femme, et se donner finalement toutes les opportunités, sexuellement parlant, pour qu'il vive jeune longtemps, pour qu'il soit heureux tout au long de sa vie et pour qu'il soit épanoui. Je suis d'accord et je pense que s'ils le disent, parce qu'effectivement mon maître principal le disait, mais il me disait toujours, il y a quelque chose qu'on retrouve chez les Européens qu'on a du mal à retrouver chez nous, c'est que à chaque fois qu'ils font quelque chose, ils font tellement à l'extrême qu'à un moment donné, ils vont finir par dévier. Il va y avoir quelque chose qui va, à un moment donné, dévier et on ne va plus contrôler. Je crois qu'il faut comprendre, et c'est très important, que ce n'est pas parce que quelque chose est bon qu'il faut forcément aller trop loin. Et ça, je pense que tout le monde est d'accord sur ce point. Mais quand il n'y a rien, il n'y a rien. Voilà. Et pour le coup, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Il n'y a rien. Et les rares personnes, comme par exemple Jean-François, qui font le travail qu'ils font, je ne sais pas si vous avez beaucoup de jeunes garçons ou de jeunes filles qui viennent vous voir pour vous dire « aidez-moi ». Je ne sais pas. Non, pas beaucoup. Pas beaucoup. D'abord parce que ces stages ont un coût. Et que c'est pas encore très installé. Mais j'ai des amis qui font des stages de tantra exclusivement pour les 18-25 ans. Et là, ils viennent. Ils viennent parce qu'ils n'ont pas envie de parler de leur sexualité devant des gens qui ont l'âge de leurs parents. Ça, c'est très clair et très net. Et parce que, et voilà, il faut le dire, les parents, sur ce point, j'ai rien contre la spiritualité chrétienne, au contraire. Au contraire, il y a des pans où vraiment on atteint, moi j'appelle ça, on atteint la divinité. Oui, dans ce sens-là, je suis d'accord. Mais quand je vois aujourd'hui ce qu'on a fait, par exemple, quand on prend le cas des prêtres, je trouve que, et ça c'est mon point de vue personnel, je trouve qu'on ne peut pas demander à quelqu'un de faire un choix qu'il n'a pas expérimenté. Tout simplement. Vous ne pouvez pas demander à un homme qui n'a pas expérimenté la sexualité saine, la belle sexualité, de refuser la sexualité. C'est pas possible. Et aujourd'hui, la plupart des hommes qui deviennent prêtres, qui arrivent à tenir cet engagement fondamental, ce sont des hommes qui ont pris le temps de méditer dessus pendant longtemps. Pour vous donner un exemple, au Tibet, parce qu'il y a des moines tibétains qui font le choix que les prêtres font de ne pas vivre la sexualité. La chasteté. La chasteté, exactement. Qu'est-ce qui se passe? Avant qu'ils ne fassent ce vœu, la majorité d'entre eux sont enfermés dans une cave où ils vivent ce qu'on appelle
les 1000 tentations. C'est-à-dire qu'ils vont se projeter en esprit et voir une femme en face d'eux qui va avoir toutes les formes, les plus belles formes qui existent, qui puissent exciter un homme. Il y a même certains d'entre eux qui sortent de là et qui disent « J'ai même eu le démon qui est venu me tenter pour être sûr que ce que je veux faire là, c'est vraiment ce que je veux faire. » Mais quand vous prenez un gamin, parce que c'est ça la réalité, quand vous prenez un jeune garçon qui est enfant de cœur à 10 ans, qui grandit dans cette sphère de si tu fais ci, c'est le démon, si tu fais ça, ça va aller, il grandit comme ça, ses parents aspirent à ce qu'il devienne prêtre, il vit là-dedans et il devient prêtre, et il fait le vœu de chasteté. Soyons honnêtes. Qu'est-ce qu'on attend? Il y a aussi une différence importante à souligner entre le moine bouddhiste et le moine chrétien, c'est que des vœux dans le christianisme sont éternels. Parce que les vœux sont inspirés par Dieu, Dieu est éternel, le mariage est éternel, l'ordination est éternelle, tout ce qui est beau est éternel. Dans le bouddhisme, c'est le contraire. Tout ce qui est beau est impermanence. Et moi, j'ai voyagé au Bhoutan avec un moine qu'on aurait dit moine défroqué, c'est-à-dire qui avait quitté le statut de moine, et on allait dans les monastères, il était accueilli comme un ami. « Ah, t'es un ancien moine, c'est formidable !» On n'aurait jamais reproché à un moine de cesser d'être moine parce qu'il voulait vivre autre chose. C'est parce que la vérité est dans l'impermanence, pas dans l'éternité. Alors là, il y a une rencontre à faire. Voilà, donc, et malheureusement, les parents, la majorité des parents aujourd'hui sont regardés par la jeune génération avec ce point de vue-là. C'est-à-dire que je trouve qu'à un moment donné, il faut accepter de plonger les mains dans le cambouis, parce que je ne le dirai jamais assez. Il n'y a pas mieux placé que les parents d'un enfant pour lui parler de sexualité. Il n'y a pas mieux placé. Malheureusement, il y a des gens, à chaque fois que je dis ça, il y a des gens qui disent c'est pas possible. On ne comprendrait jamais une chose pareille, qu'un père en parle. Mais dans ces sociétés, justement, qui font ma richesse, ces sociétés qui sont inscrites parmi les plus grandes sociétés comme la Chine, par exemple, vous aviez toujours des personnes qui étaient là pour parler de sexualité. C'est-à-dire que quand un garçon, tant qu'il était un enfant, c'était un enfant. Ça s'est admis, on l'élève, on l'éduque. Mais dès qu'il arrivait en âge où ces pulsions, parce qu'il ne faut pas se tromper, un jeune garçon a un âge où les pulsions sexuelles commencent à se développer. Dès qu'on s'en rendait compte, il y avait quelqu'un qui intervenait tout de suite et qui commençait à lui expliquer si à un moment donné tu se ressens ça, c'est parce qu'il y a ça. Et par rapport à ça, il vaudrait peut-être mieux que tu fasses ça. Donc, je pense qu'à un moment donné, on revient à ce que je disais, on va pas y échapper, il faut l'écrire. Voilà, on va pas y échapper parce que, au moins si c'est écrit, on va plus se baser comme ça sur des réalités extérieures. Oui, la sexualité, l'art sexuel oriental est très riche. D'accord, mais comme on se rend compte, on se confronte toujours à la culture une culture qui est autre. Donc il est peut-être temps de rentrer dans cette culture, d'apprendre des autres, oui certes, mais d'écrire avec les codes que la société occidentale peut comprendre, peut intégrer et qu'elle ne trouve pas trop choquante, mais tout en restant dans l'arrêté, mais il faut le faire. À un moment donné, il faut le faire. C'est important. En sachant que dans notre société, pendant l'Antiquité, chez les Romains, chez les Grecs, il y avait des pédagogues, justement, qui s'occupaient des jeunes gens et qui leur montraient une certaine sexualité. Voilà, donc ça a existé dans notre société. Je vais prendre quelqu'un à l'antenne, je ne sais pas si c'est Dan ou si c'est quelqu'un d'autre. Bonsoir, vous êtes à l'antenne? Oui, bonjour, c'est Franck. Oui, Gérard. Bonsoir, Gérard. Bonsoir à tes invités. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes nombreux, hein? Oh, ils sont 2, nous sommes 3. Ah oui, mais avec les sexualités différentes, ça fait beaucoup. Oui.
C'est intéressant ce que vous racontez. Seulement, il faut que ce soit toujours suivi par des actes. Et ça, c'est très très difficile d'enseigner la sexualité, moi je dirais la sensualité, parce que la sensualité, la sexualité fait partie de la sensualité. Vous n'avez pas parlé des incompatibilités de peau. J'aimerais bien vous entendre là-dessus. Mais je suis tellement d'accord avec vous, c'est pour ça que je disais tout à l'heure à l'auditrice qui était là avant vous, oui. Qu'il faut se découvrir deux personnes qui sont censées faire le chemin ensemble avant même de penser à faire un chemin sexuel. Il faut que les corps se découvrent tout de suite. On sait s'il y a quelque chose qui ne va pas ou qui ne plaît pas à l'autre, et s'il ne peut pas faire avec, on continue pas. Absolument, avoir l'honnêteté de dire bon, on s'est trompé. Voilà, mais malheureusement on se jette. On s'est même pas trompé, on n'a pas eu de chance. Voilà, on n'a pas eu de chance. On a fait l'expérience. Voilà, c'est très important. Mais comment prononcer par exemple que les peaux sont incompatibles? Qu'est-ce que vous... Bon, moi je veux bien faire un peu de poésie, mais pour que ce soit compris et que ce ne soit pas que la personne en face ne se heurte pas. Qu'est-ce que vous diriez, vous? Ah, c'est effectivement... Nous avons des épidermes qui ne nous conviennent pas. Et l'odeur aussi. Il y a beaucoup de choses. Oui. Moi je dirais parfum, mais... Parfum, comme tu Parfum, veux. c'est édulcoré. Alors, quel est le vocabulaire que vous utiliseriez dans cette situation? Je vais laisser l'honneur à Jean-François. C'est pas très facile parce que non, c'est pas facile. Il n'y a pas de formule magique qui marche avec n'importe quel partenaire et avec tous les partenaires du monde. Donc des mots, ça se choisit un petit peu en fonction. D'autant plus qu'on peut très bien s'entendre, on va dire, avec la personne dans d'autres domaines. Oui. Et que là, on n'avait pas prévu. Et que on compte la revoir, mais continuer à la revoir, mais pas sur le plan sensuel. Oui, on peut avoir une très grande connivence intellectuelle, on peut avoir aussi un élan amoureux en quelque sorte, qui ne se transforme pas en relation sexuelle. Là, c'est vrai que on est un petit peu dans la dictature du tout sexe, hein. Oui, c'est ça. C'est que il faut concrétiser, il faut se prouver. Oui. Pour les hommes, très certainement, mais pour les femmes, quelquefois aussi. Oui. Il faut se prouver qu'on est suffisamment libéré pour aller jusque-là. Et c'est dommage, parce qu'il y a des relations tellement belles qui peuvent rester simplement affectives, amoureuses, de connivence de pensée. Mais complicité, quoi. Oui. Moi, je tiens beaucoup à ces relations que je vois peut-être pas tous les soirs, mais où depuis longtemps on se suit, on se comprend au quart de tour et voilà. C'est pas pour ça qu'on va dans un lit le lendemain. Non, je suis d'accord avec ce point de vue, sauf que je vais ajouter quelque chose qui est très important, c'est que pas se mentir à soi-même, non? Oui, ce complexe de tout sexe, comme vous venez de dire, c'est malheureusement parce que justement, il n'y en a pas. Oui, il n'y a pas le bouquet, ni le parfum, ni les fleurs qu'il faut pour justement épanouir une sensualité attendue de chacun et de chacune. C'est très poétique ce que vous dites, et c'est vrai, parce que aujourd'hui moi je dis, je vais vous prendre un exemple très simple. Quand vous sortez dans la rue et que vous rencontrez un homme qui est en face de vous, qui vous demande de lui donner de l'argent, vous ne pouvez pas lui en donner si vous n'en avez pas. Exact. Ça, c'est important de le savoir. Aujourd'hui, on est dans une situation où la sexualité en elle-même n'est pas expérimentée. On fait des choses parce que les amis le font, parce que la copine en a parlé ou le copain en a fait l'expérience, parce que ça fait bien de faire ci et de faire ça. Oui, on est dans le paraître. Voilà, et j'insiste sur le fait que vous savez, l'amour,
quand on dit sexualité, malheureusement, la plupart des gens associent le mot sexualité à être dans un lit, ce qui est complètement faux. On peut vivre une relation sexuelle avec une amie sans pénétration. J'appelle ça une relation sensuelle. Voilà. Oui. On peut mettre ce mot là-dessus. Pour moi, de toute façon, tout est sexualité. Voilà, vous l'avez compris. Pour moi, l'air qu'on respire, c'est de la sexualité. Voilà. Pour moi, tout ça, c'est pareil. Le vent vous caresse. Voilà, il aime bien passer sur vous parce que ça l'amuse. Voilà, il est content. Quand vous dégustez un plat, le bonheur que vous ressentez, c'est pareil. Voilà, tout est ça. Donc, je pense qu'à un moment donné, il faut, et je pense que ce qui est important aussi de comprendre, c'est qu'aujourd'hui, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, j'ai un problème avec les sexologues et tout le reste, on essaye de mettre un nom sur tout. Il faut arrêter de mettre un nom sur tout et de vouloir tout qualifier à tout prix. Il y a des choses qui peuvent arriver qu'on ne peut pas qualifier, on ne peut que les ressentir. Alors, ne nous empêchons pas de le ressentir parce que c'est pas défini, parce qu'on pourra pas l'expliquer à tel ou à tel. Je veux dire, à un moment donné, quand on ressent quelque chose, laissons. C'est pour ça que je disais aujourd'hui, il faut faire place à l'humain, au contact. Vivons les choses pour ce qu'elles sont quand elles se présentent. Si vous avez quelqu'un qui est à côté de vous et que vous sentez de la sensualité, de la sexualité, à parler avec elle, à rire avec elle, à boire un thé ensemble, à déguster, que ce soit intellectuel ou pas, n'essayez pas de mettre un mot dessus à tout prix. N'essayez pas de parler de coït. N'essayez pas de parler de pénétration ou d'aller dans une chambre ou d'absolument défini. Et je trouve que c'est en ça, et je le redis tout à l'heure, comme je le disais tout à l'heure, il faut l'écrire. C'est-à-dire que si on expliquait aujourd'hui que la liberté du corps, c'est de vivre ses sensations les plus profondes, telles qu'il les sent, mais avec honnêteté et franchise, parce que ça manque. Si on l'a, alors franchement, je crois qu'on est les rois du monde, on a tout. Oui, on a l'or, on a de l'or dans l'épiderme. Oui, c'est ça. Je voulais dire. Mais il m'est arrivé justement pour faire continuer le plaisir de dire à l'ami avec qui j'étais, dis donc, si on s'arrêtait un moment, si on respirait un moment, et puis on reprendra le train tout à l'heure. J'aurais pu vous dire, vous êtes tantrique. Très bien. C'est excellent. Donc on a joué comme ça toute la nuit, on avait les lèvres en feu, bien sûr. Et puis lorsqu'on est arrivé, comme vous dites, à la pénétration, c'était rien par rapport à ce que nous avions joué toute la nuit. Comme je le disais tout à l'heure, ça peut pas durer moins d'une heure. Quand on est dans ce type de plaisir, on ne peut pas s'arrêter. On s'amuse, on joue, c'est tellement plaisant qu'on ne veut pas dans arrêter. La compétition. Voilà. C'est ça. Malheureusement, aujourd'hui, la plupart des gens sont tellement dans la compétition. Et c'est ce que je disais, essayer de mettre un nom sur tout, ça tue finalement le plaisir, ça tue la spontanéité, ça tue tout. Enfin, quand c'est des mots tels que vous les prononcez, monsieur, je trouve que c'est des mots qui rajoutent du plaisir, qui ne tuent pas le plaisir. C'est poétique. Il y a des mots de poètes qui sont bien appréciables et qui rajoutent encore au plaisir des sens. Et je suis d'accord avec Jean-François. Oui. Gérard, est-ce que tu as envie d'avoir une autre auditrice avec toi, Dayem et Jean-François? Allez, Marie-Laure est à nouveau parmi nous. Marie-Laure. Bonjour Marie-Laure. Ah oui, je connais Marie-Laure. Nous connaissons Marie-Laure. Oui. Bonsoir Gérard. Bonsoir Marie-Laure. Et rebonsoir Bonsoir aux personnes du studio. Alors, les prénoms sont Dayem et Jean-François. Dayem et Jean-François. Dayem, Jean-François. Vous n'êtes que trois dans le studio? Oui. Ah, mais j'avais l'impression de beaucoup plus. Oh, ça c'est parce qu'on éprouve du plaisir à parler de ce sujet. C'est pour ça. On fait une danse sexuelle, voilà pour le coup, mais en parlant, voilà, et on s'amuse. C'est plaisant. Marie-Laure, vas-y, pourquoi rappelles-tu? Alors, je rappelais pour deux petites choses. Je voulais parler un peu des adolescents, comme
comme l'a dit la jeune dame, on me rappelle pas. Dayem. Dayem, voilà. Je sais pas comment ça se passe maintenant. Enfin, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué. C'est-à-dire que nous, à notre époque, moi, dans ma famille, on en parlait. Maintenant, je ne sais pas si dans toutes les familles, on parle de sexe et de relations, d'amour, de tout ça. Maintenant, je ne sais pas. Mais quel mot vous mettiez sur le dialogue? Parce que ça, c'est important. On dit on en parlait dans la famille. Moi, chez moi, on n'en parlait pas. Par contre, j'avais eu l'opportunité de vivre à la campagne. Donc, évidemment, qu'on faisait la relation avec ce qui se passait avec les animaux autour de nous, les animaux de la ferme. Mais on n'imaginait pas, bon, et pourtant on n'était pas prude sur ce plan-là, mais on n'imaginait pas déjà nos parents faire l'amour. Ça, c'était une chose qu'on n'imaginait pas, tel que les animaux le faisaient. Ça, on l'imaginait pas, ou alors on le refusait. Donc, on n'allait jamais demander à maman ou à papa, dis-moi, lorsque j'ai été fait, c'était où et comment tu as fait? Non, oui. Jamais on demandait ça. Non, mais Gérard, moi non plus. Toi, c'était le chou ou la rose, non? C'était les deux. T'avais les deux, hein? C'était les deux. Excellent. La rose qui rencontrait le chou. C'était les deux. Et la cigogne aussi qui apportait. Absolument. Il y avait tout ça, et la cigogne qui tissait le kimono de la mariée. Oui, c'est un conte japonais. Mais effectivement, à vous écouter, j'ai les épaules un peu lourdes tout d'un coup. Parce que je me rends compte qu'avoir une discussion aussi saine nous donne encore la responsabilité de ce que je disais. Je pense que on a un cas, on a une jeune femme, Marie-Laure, c'est ça, qui, elle, en parlait dans sa famille. Et on a un autre cas d'un jeune homme, Gérard, qui, lui, au contraire, non. Donc, si on réunit les deux... Si, vous voyez les animaux. Voilà. Les animaux, mais... Encore que... Mais nous sommes des animaux. Oui, mais de très grands et avec une conscience incroyable. Non, si on unit les deux expériences, on se rend compte qu'aujourd'hui, justement, les adolescents se retrouvent totalement versés, soit dans l'un et parfois peut-être même pas dans l'autre. Peut-être même pas dans le cas de Marie-Laure. Voilà. Donc, la pornographie n'était pas de ce monde-là dont on vous parle là. Bah oui, effectivement. C'est pas pour nous. Voilà. Donc effectivement, je voudrais quand même là comme ça, parce que je suis assez rebelle, je l'ai dit depuis tout à l'heure. Je voudrais quand même que Jean-François et moi qu'on se passe un pas quand même, de commencer finalement cette chose, de temps en temps aller rencontrer des gens. Pourquoi pas? Il y a des cuisiniers qui sont capables de faire à manger dans des TGV. Pour des gens. Pourquoi on n'irait pas à la rencontre des gens, parler avec eux, comme on fait avec vous là tout de suite, parler avec eux et recueillir ce qu'ils disent, l'écrire, redonner en fait aux gens la force de leur sexualité. Je crois que c'est tout ce qu'il nous faut. Non, il faut leur redonner l'envie de vivre, de revivre leur sexualité. Pourquoi ne pas le faire? On y est pour ça. On compare ça à une composition musicale. Oh, merci, je vous adore. C'est d'excellent ce que vous dites. Donc, pourquoi pas? Il nous a dit un an. Donnons-nous ça. Non, moi j'ai dit un an, comme j'aurais très bien pu dire 6 mois, 3 semaines. Moi je dis c'est de l'inspiration. Voilà. C'est de l'inspiration. Allons-y de temps en temps, allons rencontrer des personnes, parlons avec eux, prenons ce qu'ils ont, comme les auditeurs qu'on a ce soir, amenons notre expérience, parce que effectivement j'ai aimé ce que vous avez dit, monsieur, tout à l'heure, c'est vraiment une sexualité... Gérard, oui. C'est une sexualité diverse. Oui. Prenons cette diversité
mettons-le au service des autres, écoutons ce qu'ils ont à dire et faisons-le. Pourquoi pas écrire un livre, hein? Pourquoi pas... Ben, les artistes... Voilà, allons-y. Les artistes, même en herbe, ont tenté de le faire, et lorsqu'ils font une poésie Cuit les petits oiseaux, on se fiche d'eux. Il y a quand même des choses à prendre dans Cuit les petits oiseaux. Oui, bien sûr, bien sûr. Et la moindre petite chanson, c'est aussi une ode à l'amour. Toujours. Et le printemps? Oh bah alors, le printemps, rien que le fait de prononcer le printemps. Ça bourgeonne. Non, c'est excellent. De plus en plus, j'ai du plaisir à être là ce soir, donc c'est parfait. Mais il n'y a pas beaucoup d'auditeurs qui appellent, hein, dis donc. Mais quand Marie-Laure dit nous en parlions en famille, j'aimerais bien savoir comment tu tournais tes phrases et de quoi tu parlais. Véritablement, Marie-Laure. Oui, Parce que moi, j'avais des potes, j'avais des copines, véritable. et personne n'en parlait à la maison. Eh bien, Par contre, on parlait de ce que nous avions vu, et puis, quelquefois, on venait nous chercher en disant « Ah, tel jument met bas, si vous voulez regarder, etc., etc. » Alors là, je me levais, effectivement, on faisait des sciences naturelles, quoi. Mais on savait aussi ce qu'il y avait eu quelques mois auparavant. Non, mais... qui avait engendré la naissance du poulain. Oui, non, mais je te rassure, moi j'y ai le droit aussi, hein, parce que je viens aussi d'une famille, très lointaine, il s'exprimait comme cela. Moi j'y ai eu droit aussi. Mais avec ma mère, c'est vrai qu'on avait d'autres dialogues, c'est-à-dire que, bon, on était quand même deux filles, et elle nous a quand même parlé de sexualité. Pas À quel âge? À quel âge? Oh, ça a commencé vers 14 ans. Ah, moi je trouve ça très tard. Ben oui, enfin nous avant, jusqu'à 14 ans, je jouais au billes, moi encore. Hein. Oui, mais... Alors, et Marie-Laure, une question aussi, puisque dans le dialogue avec ta mère, à 14 ans, est-ce qu'elle t'avait parlé de tes menstruations, par exemple? J'étais déjà... Elle m'en avait parlé avant. Elle t'en avait parlé? Oui. Eh ben, c'était pas le cas de tout le monde. Hein. Non, voilà. non. Non, mais Moi je vais vous raconter une anecdote. J'avais une... Sur tes menstruations? Oui, par rapport non pas aux miennes, mais à celle d'une copine. J'avais la sœur qui s'appelait... C'est excellent que vous preniez cela bien, Gérard. Comment? C'est excellent que vous le preniez bien. Oh oui, bon, écoutez, la vie peut s'arrêter d'une seconde à l'autre. Oui, vous avez Donc, parfaitement raison. Là, c'était sur ces mensurations. Non, mais pour le coup, c'est excellent, oui. Oui. Bon, alors j'avais une copine qui était un garçon manqué, qui était toujours avec moi. Est-ce que moi j'étais une fille manquée, c'est autre chose. Mais en tout cas, nous étions toujours ensemble. Et cette amie, copine, s'appelait Annie, et elle avait une sœur qui s'appelait Nicole. La sœur était en âge d'avoir effectivement ses règles. Et puis un jour, Annie me tire par la manche, et puis on était toujours avec une loupe en train de regarder les coccinelles, en train de regarder, enfin, tout ce qu'on pouvait regarder avec une loupe. On découvrait l'univers du petit. Et puis elle me dit, écoute, dans les toilettes, dans la cour, ma sœur est malade, il y a du sang dans la cuvette. Et à ce moment-là, je prends la loupe, je dis, va chercher la lampe électrique. Et j'ai dit, effectivement, est-ce qu'elle l'a dit à ta mère? Elle m'a dit non. Je vais le dire. Et on est parti le dire à la mère. On dit, Nicole est malade, mais elle ne veut pas vous le dire. On a reçu 2 gifles. Bon, ce qui est bête. Hein, en disant, occupez-vous de ce qui vous regarde. Bon. Mais ça aurait été beaucoup plus facile que la maman dise, oui, tout cela est naturel. Et qu'elle nous l'explique. Oui. Voilà, c'est tout. Oui. On n'aurait pas été traumatisé pour autant, d'autant plus que chez les animaux, il y avait ce sang, etc., que j'avais déjà vérifié et que ça correspondait à la même chose, au même phénomène. Donc, il y a aussi là les parents qui n'ont pas été éduqués à raconter, on va dire, une histoire naturelle, sans faire de tabou, et voilà.
pas des proportions. Et je pense que tout le problème est là, Gérard. Je suis d'accord avec vous. Je pense que tout le problème est là. On dramatise beaucoup de choses. Oui. Et à force, aujourd'hui, on est dans une réalité d'extrême, malheureusement. C'est-à-dire que j'ai eu à rencontrer un monsieur qui me disait... il a regardé une ou deux de mes vidéos, il a souhaité me rencontrer et il m'a dit en me regardant, pour moi, j'ai tellement pas appris à comprendre ce que c'est que j'ai fini par devenir sadomaso. C'est-à-dire que j'ai du plaisir quand on me tape. Voilà. J'ai jamais... Ce qui est beaucoup mieux que de ne pas avoir de plaisir. Oui. On est d'accord là-dessus. Ça, c'est sûr. Non, il m'arrivera jamais de contredire le plaisir. Alors, pas moi. Mais quand on se rend compte qu'il y a des personnes qui arrivent à vivre que ce type de plaisir extrême, parce qu'ils n'ont pas pu expérimenter le plaisir naturel, parce que personne n'a jamais été là pour leur parler de cela sans faire des sourires coincés ou se gêner ou montrer que ça ne va pas du tout, qu'on ne doit pas parler de ce genre de choses. Je veux dire, en famille, on peut quand même, si on ne peut pas le faire en famille entre une mère, un père et son enfant. Avec qui on va le faire? Avec qui on va le faire? Voilà. Aujourd'hui, on se plaint de l'imposture, on se plaint on se plaint de tel qui, voilà. Mais si au moins chacun prenait ses responsabilités. Et je ne dis pas qu'on ne peut pas ne pas savoir, mais si on ne sait pas en tant que parents, essayons de le savoir. Ça va pas nous tuer. Essayons de le savoir pour nos enfants. Ils ne savent pas le traduire. Et puis en fin de compte, la sensualité, c'est le sel de la vie. Oui, tout à fait. On voit le problème et on découvre en même temps la solution. Parce qu'on est tous là en train de parler longuement de sexualité et donc de libérer de la parole que nous serons tous plus à l'aise pour porter vers nos propres enfants. Je crois que c'est très important que les parents puissent parler de sexualité à leurs enfants, et c'est très important que les enfants ne l'entendent pas que de leurs parents. Parce qu'il y a aussi beaucoup d'autres voix, et que on n'a pas besoin d'une source monolithique sur la sexualité, vraiment pas. D'autant plus que je vous écoutais que la demoiselle nous parlait du pays de l'Inde, qui est vaste, et que au fur et à mesure des voyages que j'ai pu faire en Asie, j'ai pu quand même goûter les difficultés, non pas de parler, parce que alors là pour le coup c'est très très décoincé. Oui. Très très décoincé. On peut faire des galipettes comme si on tournait un robinet. Tellement les personnes sont décoincées sur ce plan-là. Effectivement. Alors évidemment, je ne parle pas des campagnes, etc. Mais dans ce qu'on appelle l'urbanité, eh bien, contrairement à nous, ou dans les villes, justement, on s'éloigne justement de ce côté naturel. Oui. Je pense que Jean-François va intervenir. Je l'ai contaminé avec mes mots de désagrément. Quand je suis pas d'accord, en général, j'ai tendance à faire une grimace. Et donc, au fur et à mesure, j'ai contaminé Jean-François. Ça tombe bien, ça commence très bien. Hein. Donc, non, j'étais pas totalement certain que certaines sociétés soient infiniment plus débloquées que d'autres. Je crois qu'il y a des tabous différents. Mais les sociétés modernes, elles sont bloquées. Oui. Alors, on est tous d'accord. Oui. Là, on est d'accord, je pense. Écoutez, les choses bougent de plus en plus, j'ai l'impression. Oui, mais elles ne bougent pas bien. Elles bougent, mais elles ne bougent pas bien. Et là, François, je vous rejoins. Non, c'est Gérard. Gérard, oui. Et en même temps, Gérard, il y a cette émission. Oui. Oui, donc, évidemment. Ça veut dire qu'effectivement, moi je rejoindrais quand même Jean-François, ça commence à bouger. Parler de sexualité en 1940 ou en 1950 comme on le fait aujourd'hui, ça aurait été de la pornographie.
Sûrement. Oui, C'est toujours pas c'est pas complètement différent aujourd'hui. Là, je pense pas. Alors peut-être que certains écoutent cette émission en disant ils sont des pornographes. Ouais. Mais je crois que ce n'est pas de la pornographie que nous faisons ce soir. Nous parlons de sexualité d'une manière saine. Non, mais des sciences naturelles. Voilà, de sciences naturelles. Il est excellent. C'est surtout toi, Gérard, avec tes animaux. Il est excellent. Je crois que